Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Depuis quelques semaines, le district autonome d'Abidjan a entrepris des opérations d'assainissement dans certains quartiers d'Abidjan. Ces mesures urgentes s'inscrivent, selon les autorités, dans la dynamique de préservation de la vie des populations face aux conséquences des pluies diluviennes. Des réflexions ont été menées en vue de trouver des solutions durables. On en parle dans cet entretien. Nous avons le privilège de recevoir Valérie Louba, professeure titulaire des universités et département de géographie. Bienvenue sur notre plateau. Merci de nous accueillir sur votre plateau. Comme on le dit, il y a quelques années en arrière, vous, en tant que spécialiste de la géographie, vous avez mené des réflexions portant sur les populations qui, aujourd'hui, depuis un certain temps, sont victimes de déguerpissement. Dans quelles conditions, dans quel contexte cet atelier ou ces réflexions ont été menées, professeur? Alors, depuis au moins 2011-2012, il y a eu une série d'opérations de déguerpissement qui ont été menées sur l'étendue du district d'Abidjan. Mais bien avant ça, on constate depuis plus de 3 décennies qu'il y a une fragilisation du cadre de vie en milieu urbain avec une prolifération de quartiers précaires qui sont considérés en langage politiquement correct comme des îlots d'habitat défavorisés. Donc l'un mis dans l'autre, ce sont deux réalités qui poussent donc souvent la géographie, en l'occurrence la géographie urbaine, la géographie de la population, à regarder les mouvements de population et les occupations qu'elles produisent en termes de production d'espaces occupés et habités dans l'espace urbain. Donc regarder ces réalités-là, ça nous amène donc à nous interroger sur quels sont les impacts et quelle est la nouvelle géographie que ces mouvements-là produisent dans l'espace habité, dans le district d'Abidjan en l'occurrence. D'accord, très bien. Vous, en tant que spécialiste de la géographie, comment est-ce que vous expliquez ces mouvements des populations qui s'installent dans une zone, après elles sont déplacées dans une autre zone, surtout qu'en amont, vous avez déjà mené des réflexions. Est-ce qu'on en a vraiment tenu compte? Est-ce que c'est la forte démographie non maîtrisée qui amène aussi à cela? Alors, ce phénomène-là, il découle de ce qu'on appelle le fonctionnement des espaces urbains. Quand vous concevez une ville est un système qui peut être apparenté à un espace, à un être vivant. Okay. Donc, la ville fonctionne et en tant que système, dans le fonctionnement et dans la production que la ville fait en termes de richesse, en termes d'activité, mais la ville produit aussi des petits dérèglements. Okay. Et au nombre de ces dérèglements, vous avez la réalité de l'occupation spontanée de l'espace. Donc, à côté d'un espace qui est formellement organisé, un espace qui est formellement occupé, dans les logiques économiques et logiques sociales qui font le fonctionnement donc, de la ville, il peut arriver que de petits kystes se forment. Et ces petits kystes sont des espaces qui, au fil du temps, grossissent, des espaces qui prennent de l'ampleur et qui finissent par imposer leur réalité à la ville. C'est une forme de défiguration donc du modèle initial qui veut, dans notre optique, généralement ce sont des villes administratives et tertiaires qui doivent fonctionner avec un certain nombre de fonctions administratives et économiques. Le problème, c'est que dans le déroulé de ce fonctionnement, il y a des intrus, il y a des intrusions qui sont le fait de ce que dans certaines littératures de géographie, on considère un peu comme les petites gens. Des gens pour lesquels le fonctionnement urbain a souvent recours, mais qui ne sont pas intégrés dans les normes, dans les dispositions normatives que le système lui-même impose. Donc cela finit par être une réalité bis dans la ville, une ville double, une ville concurrente, entre guillemets, qui se forme à côté de la ville formelle. Donc, il y a un bicéphalisme, une dichotomie qui finit par prendre pied. Le problème, c'est que les autorités, devant cette situation qui est peut-être, entre guillemets, salissante pour l'image de la ville, ont recours à des procédures, à des actions, à des actes qui sont posés pour redonner à la ville l'allure qu'elle devait avoir dans son modèle, dans sa plateforme, dans sa maquette initiale. Ce qui peut engendrer donc des opérations de déguerpissement, des opérations de restructuration. Depuis les années 90, et bien avant, début des années 80, les bailleurs de fonds, les institutions financières internationales, en l'occurrence la Banque mondiale, avaient préconisé d'opter pour des restructurations. C'est-à-dire qu'il faut donc trouver des procédures pour réintégrer ces populations, entre guillemets, marginalisées, mais qui participent
de plein pied à la vie sociale et économique des modèles et des systèmes urbains. Il faut donc les réintégrer avec divers types de mécanismes qui sont donc des mécanismes de réattribution de l'eau, de reprise de lotissement avec obligation de construction sous une certaine norme pour épouser le modèle urbanistique qui ferait donc de ces quartiers des quartiers restructurés et intégrés au modèle formel. D'accord, très bien. Revenons sur votre approche en tant que spécialiste en 2021, lorsque vous abordiez cette question pour cet atelier. Quels sont les différents aspects en termes de résultats que vous avez obtenus, les recommandations qui en découlaient, pour que nous puissions voir est-ce que certains éléments ont été pris en compte aujourd'hui? Alors, il faut dire que dans un premier temps, l'habitat défavorisé a plusieurs aspects aujourd'hui dans notre système urbain. Il y a le phénomène bidonville classique, occupation de terrains vagues, mal aménagés ou non aménagés, qui sont pris d'assaut par une certaine catégorie de population. Ça, c'est le modèle classique qu'on connaît, qui produit donc des quartiers précaires. Il y a le modèle qui existe où aujourd'hui des terrains viabilisés, lotis en bonne et due forme, sont du fait de leurs propriétaires mis en location par des occupants qui dressent un lit de baraque, toute une couche assez importante d'habitat non formel qui arrive à redéfinir un certain nombre de quartiers qui ne sont pas formels. Il y a cette troisième catégorie qui apparaît comme une catégorie à cheval entre le formel et l'informel, où des lotissements existent mais qui sont contestés par le pouvoir public, la force régalienne, qui finit donc par remettre en cause la présence de ces quartiers, et compte tenu du standing et du profil de ces quartiers, ce qui les met quelque peu en difficulté, les habitants bien sûr en difficulté, quoique possédant parfois des titres fonciers ou un certain nombre de papiers administratifs qui pourraient justifier ou expliquer leur présence. Donc ce sont ces trois réalités aujourd'hui qui contribuent donc à participer ou à former un peu le paysage de l'habitat qui peut être classé comme irrégulier dans les villes africaines, en l'occurrence Abidjan, le cas que nous connaissons le mieux. Avec ce que nous sommes en train de vivre en Côte d'Ivoire, ce que les populations vivent, si vous avez des recommandations pour des solutions durables, qu'est-ce que vous direz en tant que spécialiste? Alors, en tant que spécialiste, la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il faut éviter de s'attaquer aux symptômes sans toucher le fond du problème. C'est-à-dire? Le problème de l'irrégularité de la forme de l'habitat ou de l'habitat dit spontané, l'habitat défavorisé, peu importe l'appellation qu'on puisse donner, c'est d'abord un problème qui relève d'un dysfonctionnement social et économique. La ville a du mal à intégrer une partie de ses acteurs. Un certain nombre de dispositions normatives prévues par les modèles urbains initiaux finissent toujours par ne pas être respectées parce que des aléas économiques parviennent. Depuis la crise économique des années 80, il est difficile, en tout cas dans le cas ivoirien, de voir l'État intervenir dans un certain nombre de secteurs sociaux comme la production de logements. Il y a des tentatives qui ont eu lieu au début des années 2010, mais on reste toujours dans la situation où on est en sous-production de logements officiels. Donc la population est obligée d'improviser. Donc il faut toucher donc la question de l'intégration sociale et économique des actifs urbains au milieu urbain. Quelles sont les normes qui sont mises en place? Quelles sont les normes mises en place, quelles sont les procédures déployées pour qu'un citadin qui exerce une activité puisse être dans un cadre qui épouse la logique de la ville, un cadre qui est en rupture avec tout ce qui est irrégularité ou modèle non adapté à la ville. Une fois que cette question de l'intégration sociale et économique sera amplement traitée et résorbée, nous pensons qu'il serait difficile de voir des habitats irréguliers ou spontanés ou produits sur des espaces non aménagés se produire ou apparaître de façon quasi spontanée comme on peut le voir. C'est vrai qu'il n'y a pas de modèle urbain parfait. À l'échelle de la Terre, toutes les villes les plus grandes au monde sont confrontées à cette réalité, pour dire que derrière cette réalité, il n'y a pas seulement une volonté de population de trouver un refuge au plus vite que possible, mais c'est souvent des difficultés d'intégration économique, c'est souvent des problèmes économiques, souvent des problèmes sociaux, des pathologies sociales et économiques qui poussent un certain nombre de citadins à trouver refuge. Donc la clé du problème, c'est de résoudre les pathologies sociales et économiques qui contribuent à ne pas intégrer
une marge importante d'actifs dans le modèle urbain. Merci, professeur Valérie Loba. On a eu plaisir à échanger avec vous sur cette question. Merci pour vos profondes réflexions. Merci. On aura l'occasion d'en parler certainement pour d'autres émissions. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média 1.